L'autre step d'après, c'est un trophée de 10 millions de chiffre d'affaires. Celui-là, il s'appelle Temple of Legend. Bon, les noms sont drôles. Là. On rentre dans un autre fait que quand j'ai eu l'autre, je me suis dit, hey, moi, Temple of Legend, j'aimerais ça, me semble, avoir ça pour mes 40 ans. Fait que, écoute, je me suis fait annoncer que j'allais clairement avoir mon Temple of Legend là, dans les prochaines semaines. Donc, je vais avoir atteint mon but d'avoir atteint 10 millions de commissions avant l'âge de 40 ans. Bienvenue au 23e épisode du podcast Hyper Croissance, présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. Si vous cherchez un partenaire de croissance pour vous implanter dans de nouveaux marchés, J7 Media est le partenaire qu'il vous faut. En gérant près de 6 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.j7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Aujourd'hui, lors du 23e épisode, on parle avec Étienne Lessard, courtier numéro 1 chez Remax à Québec. Étienne, qui œuvre dans le milieu immobilier depuis 15 ans maintenant, nous raconte aujourd'hui l'histoire derrière son ascension qui clairement est digne d'un film hollywoodien. Récipiendaire en 2012 du prix remis aux courtiers ayant généré le plus de transactions au Québec, Étienne nous explique les différents paliers de croissance qu'il a vécu en passant de courtier œuvrant seul à gestionnaire d'une équipe de près de 10 personnes. Hypercroissance vous livre donc un deuxième podcast de suite sur l'immobilier, mais cette fois-ci avec un courtier. Sans plus attendre, ma discussion avec Étienne Lessard. Étienne Lessard, ton équipe est numéro 1 chez Remax depuis 3 ans maintenant à Québec. En 2012 et 2013, tu as même été le récipiendaire du courtier ayant fait le plus de transactions au Québec chez Remax. Tu as commencé dans la profession il y a 15 ans de ça, puis à travers les années, tu as été capable de bâtir une équipe de près de 10 personnes maintenant. Étienne, merci beaucoup de me recevoir chez toi puis d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci pour le petit vin bio. Oui, exactement. C'est ça qu'on combat en ce moment. Étienne, je faisais un petit peu des recherches, puis j'ai cru comprendre que je pense que c'est une histoire de famille. L'immobilier chez les Lessard, ton père et ta mère est également des courtiers chez Remax. Exact. Peux-tu me dire concrètement comment que ça a commencé cette histoire-là de l'immobilier puis tout le volet real estate? Ben oui, en fait, c'est ça. Je dis souvent à mes clients la blague qu'Obélix est tombé dans Potion Magique, puis ben que moi, je suis tombé dans l'immobilier. De ce que je me souviens, mes 2 parents était dans l'immobilier. Okay. Donc, ma mère était directrice d'un bureau qui s'appelait le Montréal Trust, qui par la suite a passé au permanent. Mon père, même affaire, était courtier chez Montréal Trust et permanent par la suite. Fait que mes tantes sont là-dedans. J'ai des cousins qui sont en immobilier. Fait que dans mes souvenirs, c'est vraiment l'immobilier. J'étais tout petit, à l'âge de mes enfants, je me faisais garder dans le bureau de ma mère au Montréal Trust. Dans le temps, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les ordinateurs, puis tout ça, c'était des tableaux qui inscrivaient tous les listings, les nouveaux mandats, puis les ventes, puis je me souviens que j'allais dessiner des petits trucs là-dessus. Fait que c'est vraiment depuis toujours que je baigne dans l'immobilier. Puis d'ailleurs, ça a été ma première vraie job. Ça a tout le temps été dans l'immobilier, que ce soit chez Remax, mais on va garder pour la fin ma première vraie job. C'était où en fait là? Ouais. Fait que puis là c'est ça. Fait que j'imagine quand t'es plus jeune au souper, ça doit parler de listing, ça doit parler d'opportunités d'achat, d'opportunités de vente. À partir de quel âge vraiment, toi, t'as commencé à t'intéresser un petit peu à ce que tes parents disaient puis à dire, crème, je vais faire mes cours, je vais peut-être mettre plus de temps là-dedans au niveau de mes études pour éventuellement avoir une carrière qui ressemble un peu à celle de mon père puis de ma mère? Ben, en fait, Antoine, tu vas trouver ça bizarre. Jeune, je m'intéressais pas du tout à l'immobilier. OK, zéro. Non, puis j'étais un petit gars, pour ne pas dire malcommode, mais même ce que mes parents faisaient, c'était pas une de mes priorités là. Fait que moi je te dirais que je me suis ramassé dans l'immobilier. Puis je dis le mot ramasser parce que dans le fond, j'allais à l'école, je suis allé au cégep. Quand j'étais au cégep, ma priorité c'était de jouer au basketball et non l'école. Fait que j'ai fait un 4 ans de cégep.
parce que t'as le droit de jouer 4 ans au basketball. OK. Puis je savais que j'allais pas jouer universitaire, fait que j'ai tiré ça le plus possible. T'es allé où au cégep? Je suis allé à Lévis-Lauzon, puis après ça au collège de Lévis. Fait qu'il y a un genre de 4-5 cours par session max. Exactement. Pour faire ça en 4 ans. Priorité basketball. OK. Après ça, je suis allé à l'université en relations industrielles. J'ai fait 1 an dans ça. Après ça, administration. Pour finalement me rendre compte que c'était pas pour moi. Puis mon père, bien déçu de ça, parce que lui, quand tu faisais pas d'études universitaires, tu t'en allais nulle part pour lui. Là. C'était le même qui voyait les choses. Ben lui, c'était le même qui voyait ça. Fait que quand je lui ai annoncé que l'université, j'arrêtais ça, que je savais pas trop où je m'en allais avec ça, il était très, très déçu, dans le fond, de voir ça. Il aurait bien aimé ça que je fasse un bac en droit comme lui a fait. Il disait que c'était ça que ça prenait absolument. Puis, fait que, écoute, il y avait une petite ligne directrice pour moi que j'ai pas suivie, que finalement ça a bien viré, puis quand j'en parle avec mon père aujourd'hui, ben il en rit parce qu'il est très fier de la tournure que ça a pris. Ben là, j'espère, là, avec raison. au départ, c'est ça, puis tu sais quand t'es un petit gars de 20 ans, 21 ans que tu sais, depuis le début, tu vas à l'école. Tu sais qu'après le primaire, c'est le secondaire. Tu sais qu'après le secondaire, ben c'est le cégep. Puis après le cégep, c'est l'université. Puis après l'université, tu travailles. Moi, c'est un bout de ma vie qui m'a vraiment stressé. OK. Parce qu'à un moment donné, justement, cette ligne-là qu'on avait, Trop directrice, tracé. c'est brisé. Ouais. Parce que là, tu dis, OK, j'arrête l'université. Je vais faire quoi? Ça va être quoi la suite, là, tu sais? Parce que moi, depuis que je suis petit, ben, c'est cégep, université, job. Ouais. Là, paf, t'arrêtes l'université. Puis là, mes meilleurs chums, eux autres, ben, ils continuaient à l'université. Ah Là, ouais. je disais, moi, je vais faire quoi? Je m'en vais où avec ça? C'est quoi la suite si j'arrête Exact, ça, exact. tu sais? Fait que ce que j'ai fait, je suis parti 1 an en voyage. OK. Moi, avec mon chum qui, lui, venait de terminer son bac, puis entre son bac et sa maîtrise, il voulait prendre 1 an off. Fait qu'il dit, il m'appelait Lessard, il disait, « Hey, Lessard, ça te tente-tu de partir avec moi? Je m'en irai en Nouvelle-Zélande 1 an. » On est en quelle année à peu près là en ce moment? J'avais 20 ans. Fait qu'on est en 2000. 2000, OK. Ouais, Parfait. 2000. Ouais. Fait qu'il dit, on part en Nouvelle-Zélande 1 an à faire du surf. Je suis pas mal le gars qui dit toujours oui. Fait que je dis, ben, parfait. Fait que j'annonce ça à mon père. J'ai hey, père, je venais d'y annoncer que j'arrêtais l'université. Ah oui. Puis je vais aller en Nouvelle-Zélande faire du surf. En Nouvelle-Zélande faire du surf. Ouais. Je me souviens de sa face quand j'ai annoncé ça. Fait que c'était pas l'idée du siècle pour lui. Mais écoute, je suis parti 1 an avec mon chum Sam. On est parti en Nouvelle-Zélande. On a abouti dans les îles Fidji. J'ai connu, écoute, plein de personnes de partout. Des Japonais, on vivait avec des Japonais. Fait que, tu sais, ça a été super. Mais là, y avait-tu un plan? Mettons, t'avais-tu un plan de match de travailler là-bas ou garde, on s'en va juste voir un petit peu c'est quoi le monde, faire d'autres activités avant de commencer dans le marché du travail, ou tu voulais peut-être travailler un peu là-bas? en fait, on avait fait une demande de visa. OK. Mais quand on a fait notre demande de visa, il y avait plus de visa. OK. Fait qu'on s'est dit, on va partir là-bas, puis on va faire notre demande de visa une fois là-bas parce qu'ils en redonnaient à partir du 1er janvier. Puis nous, on est partis après les fêtes. OK. Fait qu'on est parti en Nouvelle-Zélande, pas de visa pour travailler. Puis moi, je suis parti là, je me suis acheté mon billet d'avion avec 1000 pièces que j'ai mis sur une carte de crédit. Puis mon père m'avait donné 1000 pièces quand je suis parti là-bas. OK, fait qu'il t'a encouragé quand même. Ben, il m'a encouragé, mais après une semaine, je m'étais acheté un surf puis une auto, j'avais plus une scène. Fait que finalement, on s'est trouvé on a eu notre visa, puis écoute, pour faire une histoire bien courte, on a eu notre visa, on s'est trouvé une job. J'ai travaillé pendant quasiment 6 mois en Nouvelle-Zélande. OK. Pour économiser de l'argent, pour finalement partir dans les îles Fidji pendant 2 mois. Fait que t'as fait pour le ça, tour un et peu, puis là. revenir ici quasiment avec de l'argent, fait que c'était super. Mais tu sais, contrairement à mon chum, lui savait qu'après ce voyage-là, Savais ce qu'il faisait. il commençait sa maîtrise. Ouais, je comprends. Tandis que moi, tout le long que j'étais là-bas, quand je me couchais le soir, après notre petite session de surf, tu sais, j'étais là, bon, moi, c'est quoi la suite? Ça te faisait-tu paniquer un peu? Vraiment, angoissé? OK, vraiment. quand même. Tu le laisses pas voir, surtout pas à tes parents, pas à tes chums, mais dans le fond de toi, là, tu dis, OK, je m'en vais où, moi, après? Je vais faire quoi Qu'est-ce que je après? vais faire, ouais. Ouais. Lui, il savait. Moi, en revenant, Étienne, je commence en septembre, je commence ma maîtrise, puis c'est ça, tu sais. Puis toi, aucune idée. J'ai aucune espèce d'idée, là, tu sais. OK. Fait que quand je suis revenu de là, crois-le ou non, je voulais être chef cuisinier. OK. Parce que je me disais, ben écoute, quand t'es chef cuisinier, tu peux travailler partout dans le monde. Puis là, moi, j'étais parti un trip de surf, puis je voulais surfer partout dans le monde, puis être cuisinier. Même affaire. Quand j'ai annoncé ça à mes parents, ils ont fait une drôle de face.
Fait que, là, ils les accumulent, les drôles de faces. ouais, mais mon père, et ma mère ont été corrects. Ils sont venus avec moi voir l'école, genre l'école professionnelle pour devenir chef cuisinier. Ouais. Quand je suis allé visiter l'école, même moi, j'ai changé d'idée. J'ai dit, ouais, je me vois pas là. Pour quelle raison? Je sais pas. Ton feeling était pas bon. J'ai pas trippé. Fait que là, mes parents, ils m'ont dit, Étienne, va donc faire ton cours de courtier immobilier. OK. Puis tu vas pouvoir travailler avec nous autres. Puis garde, ça va marcher. Puis, mais écoute, moi, je suis pas vieux, là. J'ai 21 ans à peu près, là. Tu dis, why not? Comme tu dis tout le temps oui. Fait que... Ouais, c'est ça. Mais je dis, OK, parce que je me dis, bon, au moins, je sais, je m'en vais faire quoi. Puis il y a de quoi qui s'en vient, il y a de quoi en avant, là, tu sais. Ouais. Je dis, bon, parfait, je m'en vais faire mon cours. En toute franchise, quand je faisais ce cours-là, j'en avais rien à battre. Je m'en allais là parce que ça faisait plaisir à mes parents. Moi, bon, je continuais à aller à l'école, mettons, là, tu sais. Exact. Mais je me voyais pas être courtier immobilier, tu sais. Je regardais tout le monde dans ce cours-là, posait des questions, qui étaient intéressés, qui voulaient devenir courtier immobilier. Toi, ça t'intéressait pas? Zéro. Moi, j'étais là parce que mes parents, ils m'avaient dit, Étienne, va faire ça, là. Ouais. OK. Puis tu vas travailler avec nous autres après. Puis j'allais là un peu désintéressé. La preuve, quand est venu le temps d'aller faire l'examen de la CAIC qu'on appelait dans le temps, là, l'examen pour devenir courtier immobilier, j'ai jamais étudié cet examen-là. Puis je l'ai coulé. Fait encore là, mes parents capotaient. Ils venaient de me coûter un cours, puis c'était un cours qui coûtait quand Combien même. de temps que ça prenait, ce cours-là? Ouais, mettons 3-6 mois. Je me souviens pas, ça fait quand même un petit quand bout, même là. investi du temps. Ouais, à temps plein, là. C'était une affaire à temps plein, du lundi boy. au vendredi, mettons de 9 à 4, là. Fait que, fais l'examen, je le coule. Donc là, tu ne peux pas devenir courtier immobilier. Je dis, bon, on va réessayer, on va le faire une deuxième fois. Fait que là, faut que tu attendes une couple de mois. Dans le temps de quoi, 2001, 2002? Ouais, je suis pas plus intéressé la deuxième fois, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Une fois que tu le coules, tu le refais après. Fait que je refais l'examen, je le recoule. Fait que c'est ça, et que t'as le droit de le faire 3 fois. Attends, mais juste savoir, OK. Là, tu le coules la deuxième fois. On s'entend que c'est sûr que tu le refais une troisième fois si t'es là aujourd'hui, là, bon. Ouais, mais Antoine, j'avais 21 ans. Qu'est-ce qui se passait à ta Je me tête à ce voyais moment-là? pas du tout être courtier immobilier. T'as pas voulu à ce moment-là te dire, hey, regarde, 0 en 2, c'est peut-être juste pas fait pour moi, là. Ça t'est pas joué un peu dans la tête, ça? Ben, c'était la porte de sortie, je sais pas, tu sais. Mais à 21 ans, là, moi, ce que j'avais dans la tête, c'était d'aller faire du snowboard avec mes chums le soir à Stoneham. C'était d'aller voir les filles d'un bar, tu sais. C'était de sortir, là, je sais pas, tu sais. Puis t'étais pas dans ton mindset professionnel encore. Fait que finalement, la 3e fois que t'as le droit, je l'ai même pas fait. Hein? Non. J'ai dit non, regarde, là, ça marche pas pendant toute cette affaire-là. Mais je m'en vais à Londres. J'ai rencontré une fille, moi, dans les îles Fidji, là, puis je m'en vais rejoindre cette fille-là, puis je m'en vais là, puis il y a des écoles là-bas que j'ai vues, je vais m'inscrire dans une école, là, j'aimerais ça faire des vidéos de snow, ou des tu sais, là, mes parents étaient comme, ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Fait que je m'en vais à Londres. Après 2-3 mois, je me fais laisser par la fille, je reviens à Québec, je dis à mes parents, là, je pense qu'il faut que je fasse l'examen une 3e fois. Puis là, je pense qu'il faut vraiment que je le réussisse. Puis là, faut que je devienne courtier immobilier parce que c'est ça, là. C'est ça. Fait que finalement, j'étudie pour la première fois. OK, fait que depuis que j'ai commencé le setup, là, j'étudie pour la première fois. Tu t'étais jamais mis les yeux dans un livre, là. Jamais. Okay. Depuis le début du cours de courtier. Fait que là, j'étudie, puis j'ai réussi le 3e examen. OK. Si j'échouais cet examen-là une 3e fois, c'était terminé. Plus jamais je pouvais devenir courtier immobilier. Pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est une très bonne anecdote, sachant qu'Étienne est rendu ce que Étienne Lessard est, là, le top au Québec, à Québec, puis un des meilleurs au Québec. Fait que 0 en 2, la 3e fois tu l'as. Là, tu célèbres-tu? Tu vires-tu fou? Oui. Là, ce que j'ai fait, je suis allé, quand j'ai eu mon résultat, je suis allé m'acheter une bouteille de champagne que j'ai apportée à Stoneham, au centre de ski. OK. Sur la terrasse, à la fin d'une journée de snowboard qu'on a faite, j'ai ouvert la bouteille, puis j'ai annoncé à mes chums que finalement,
j'ai réussi mon cours de courtage immobilier et je deviens courtier immobilier. OK. Mais on dirait que c'est là que ça s'est fait que, OK, oui, c'est vrai, là j'embarque. Là, j'embarque pour vrai. Ma profession commence. Exactement. Fait que là, j'ai commencé comme courtier immobilier, j'avais 23 ans. 23 ans, parfait. Ouais, exactement. Fait que je commence. Moi, faire du courtage, j'avais vu mes parents être courtier immobilier. Moi, dans ma tête, être courtier immobilier, c'était ce que mes parents faisaient. C'était super. Ils gagnaient très bien leur vie, mais c'était pas être au top courtier immobilier. Mais moi, c'était correct. Je voyais ça. Je voyais mes parents profiter de la vie l'été, avoir quasiment un 2-3 mois off. Mes parents, ils louaient des chalets l'hiver. On allait en ski. Un beau lifestyle. Et ouais, ils étaient super bien, super bien. Fait que moi, je me suis dit, moi, je vais faire ça de même. Fait que pendant 2-3 ans, c'est ce que j'ai fait. Okay. J'étais un courtier immobilier comme tous les courtiers immobiliers. Des transactions par-ci par-là, mais t'es pas plus compétitif qu'un autre. Exactement. Jusqu'à un certain party aux morts. OK. Ouais. Le bureau, à chaque année, il organise un party aux morts, puis ils remettent des prix aux courtiers. Puis les prix qu'ils remettent aux courtiers, ça va selon ton salaire, selon ton chiffre Le nombre d'affaires. de transactions. C'est là. ça, Okay. c'est ça. Moi, j'avais 23 ans, donc l'année d'après, 24 ans, l'année d'après, 25 ans. J'avais 25 ans, puis je gagnais 120 000 par année. Quand même un bon salaire. Moi, je trouvais ça parfait. Moi, c'était ça que je voyais mes parents. Moi, dans ma tête, un courtier immobilier à succès. Tu sais, un courtier immobilier qui réussissait bien, ben, il gagnait ça, 100 000. Ben oui. Fait que moi, je gagnais 120 000. Wow, j'étais content. Là, le propriétaire du bureau, il sort les trophées. Puis là, les trophées, t'as un premier trophée qui est de 75 à 100 000. Okay. Moi, c'est pas lui que j'ai, tu sais, c'est cool. L'autre trophée, 100 à 150. Hey, Étienne Lessard, hey, wow, moi, je suis content. Mais là, ça monte les trophées. L'autre d'après, 150 à 200. Puis l'autre d'après, 200, 250. Mais là, moi, je vois qui gagne ça dans mon bureau. Là, ça te pique, là. Là, ça te pique. Ben, là, c'est parce que j'en vois un en particulier qui gagne ça. Là, je fais, ben, voyons. Je peux pas croire que cette personne-là gagne 200 000 piastres. Tu sais, moi, je me dis ça de même à l'époque, là, tu sais. Puis moi, je gagne 120 000. Mais ça, là, on vient de pogner le c'est joueur là, de basket, là, en fait, c'est là que, ça a l'air prétentieux, ce que je veux dire, mais c'est là que Étienne Lessard est devenu Étienne Lessard, courtier immobilier. Là. Passé en beast mode, là. Ouais. C'est vraiment là que ça a commencé. J'ai regardé un de mes chums que je n'aimerais pas, qui était courtier avec moi dans le temps, qui est plus là. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai dit, regarde-moi bien, là. C'est la dernière fois de ma vie que je gagne ce trophée-là. Et ça a été la dernière fois de ma vie que j'ai gagné ce trophée-là. OK, je vais te donner une note de 10 sur 10 pour l'origin story de partir en Jamais t'es long, hein? Jamais t'es long, hein? Attends, Nouvelle-Zélande, île Fidji, Londres, couler l'examen 2 fois, le repasser. Bon, là, moi, j'ai hâte de savoir plus parce que, pour être bien honnête, pour les gens qui nous écoutent, je sais pas exactement comment tout ce processus-là a été fait. Là, tu deviens un peu, j'imagine, focus, concentré. Tu dois avoir un objectif en tête. Là, j'aimerais que tu me dises, il y a eu un changement dans ta tête. Ouais. Mais y a-tu eu un changement dans tes habitudes de travail? Parce que tu peux pas garder la même routine, la même manière que tu fonctionnes. Si tu veux doubler, tripler, quadrupler ton chiffre d'affaires, là, faut que tu changes un petit peu l'approche. Dis-moi ce que tu as fait. En fait, c'est que j'ai mis les efforts. Tu sais, avant, j'étais le courtier immobilier comme la plupart des courtiers immobiliers, puis no offense à la profession, puis tout ça, là, mais tu sais, les courtiers qui commencent leur journée à 10 heures, qui vont dîner au restaurant de midi à 1 heure, qui vont s'entraîner l'après-midi, puis qui à 7h30 le soir, ils ont fini, ben là, moi, ça, c'était terminé. Non, c'était pas ça. Moi, dans le fond, c'est que je me levais le matin à 9h, je commençais mes affaires, mais tu sais, je faisais mon sport dans la journée, j'avais un beau lifestyle, tu sais, c'était super, puis je respecte les gens qui font ça comme ça, mais tu sais, je faisais mon snowboard le soir à Stoneham tout le temps, puis l'été, c'était le wakeboard, puis tu sais, mais c'était correct, j'avais 23, 24, 25 ans, pas d'enfants, puis c'était ça, là, tu sais. Après ça, quand j'ai décidé de devenir vraiment courtier immobilier puis de passer à un autre niveau, ben là, j'ai parlé à un de mes mentors, Louis, qui m'a dit, Étienne, en fait, il m'appelle Lessard, il dit, Lessard, tu veux-tu faire de l'immobilier pour vrai? C'est quel Louis? C'est Louis Bouchard. Louis Bouchard, OK. Ouais, on a-tu le droit de nommer du monde comme ça? Oui, go for it. Moi, je veux qu'on les nomme. Ouais, exact. Fait que Louis m'a dit, Lessard, tu veux-tu faire de l'immobilier pour vrai? OK.
J'ai dit oui. C'est là que ça a commencé. Fait que les journées, au lieu de commencer à 9h, ben ils commençaient à 7h. Les samedis, dimanches, pour vrai, Antoine, pendant 10 ans de ma vie, j'ai travaillé 7 jours sur 7. Okay. 7 jours sur 7, du lundi au jeudi, de 8 à 9. Le vendredi, 9 à 5, j'allais souper chez des amis le vendredi soir. De 7h à 8h, j'allais m'enfermer dans une chambre pour retourner des appels, pour régler des affaires. Puis le samedi matin à 9h, j'étais parti, puis je revenais le soir à 5h. En gros, regarde, tous les gens que j'interviewe, c'est le 23e épisode aujourd'hui. Les gens qui nous écoutent peuvent penser qu'à la fin de la journée, il y a une formule magique au succès, mais il n'y a pas une personne que j'ai interviewée à date qui m'a pas dit quelque chose comme ça. Non. C'est la même chose. Les gens qui ont du succès sont obligés de mettre les efforts du lundi au dimanche, non-stop, pendant une certaine période d'année, pour éventuellement peut-être moins le faire et avoir un train de vie différent. Ouais. Mais on n'a pas le choix, là. On n'a pas le choix. T'as pas le choix de faire hey, ça. Antoine, j'avais un chalet sur le bord d'un lac, j'avais un bateau de wakeboard. Écoute, j'arrivais à mon chalet le soir, mettons le vendredi, là, Ouais. à 7h. Okay. Là, j'allais faire une run de wakeboard à 8h, mettons jusqu'à 8h30. Le lendemain matin, je faisais ma run à 6h30 le matin. À 9h, je laissais ma femme au chalet avec mes 3 enfants. Je redescendais à Québec à 1h30 d'auto travailler. Je remontais le soir au chalet. J'arrivais à 6h30 juste pour refaire ma run de wake, voir ma famille. Puis c'était la même affaire le dimanche. Tu sais, je veux dire, oui, j'avais toutes ces bébelles-là, mais pour en profiter 2-3 heures, in and out le samedi puis le dimanche, là, tu sais. Fait que moi, là, je regrette rien de ces 10 années-là parce que j'adore ce que je fais. Puis de toute façon, tu peux pas travailler 7 jours sur 7 comme ça si t'aimes pas ce que tu fais. Moi, j'avais du gros fun. Puis je réussissais quand même à profiter de la vie. Mais à un moment donné, t'as une femme pis t'as des enfants. Ah oui. Tu sais, moi, je suis marié, j'ai 3 enfants pis c'est ma plus grosse fierté. Mais tu sais, à un moment donné, t'as ta femme qui se réveille dans la nuit un peu en pleurant puis qui te dit « Hey Étienne, c'est pourquoi, là? » Ouais. Tu sais, pourquoi tout ça, là? Pourquoi tant que ça, là? Ça se termine dessus. Mais oui, tu sais, à un moment donné, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme d'affaires, en tant que courtier, tu te dis, bon, OK, parce que, tu sais, dans le fond, on fait ça. À un moment donné, là, tu deviens, c'est juste de la compétition. Là. Effectivement. Pas que ça donne plus rien, mais on le fait vraiment par compétition, par plaisir, Bien parce sûr. que moi, j'aime ça. Mais c'est ça. Puis après ça, t'as les 3 enfants qui embarquent. Fait qu'à un moment donné, là, oui, je l'ai fait pendant 10 ans, mais tu peux pas faire ça pendant une vie. Là. Tu peux pas faire ça pendant 20. En fait, il y en a qui le font, mais tu sais, à un moment donné. Mais tu vas passer à côté d'autres belles Exactement, choses de la vie, exactement. Là, de là, après ça, que tu t'ajustes. Parce que ça, j'ai fait ça toute seule. J'ai ça. déjà fait 244 transactions. Il y a 365 jours dans une année, là. Je n'ai fait 244 toute seule. T'as fait 244 achats, ventes, peu importe, transactions en une seule année. Tout Ouais, seul. tout seul. Avec mon adjointe, Nathalie. C'est un record, ça? Avec 3 enfants en bas de 4 ans. En bas de 5 ans. Ouais. Mais là, attends. T'as dû mettre une croix sur 2-3 affaires. Là. J'imagine tu peux pas faire le party. Tu peux pas... Non, mais pas tant. OK. Pas tant. Je m'arrangeais. J'ai tout le temps fait fitter mes activités, mais c'est sûr que c'était funky, là. C'était funky, là. Ah, Tu sais, il y a une date limite à ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Aujourd'hui, je vais avoir 40 ans dans 2-3 mois, avec mes enfants qui ont vieilli, qui me veulent, qui veulent que je sois là, j'aurais pas pu faire ça. Effectivement. Puis j'aurais pas pu le faire sans ma femme, Marie-Ève, qui gérait le reste, là. Mais c'est ça. Elle a vraiment géré le reste. Elle avait une autre job à temps plein. Là. Exactement. Et qui était aussi rushante que la mienne. Ben, j'imagine. Puis Ouais. moi, je te pose une question. Au niveau business, tu t'es rendu compte que, bon, t'es capable de mettre les efforts tout seul, t'es capable d'atteindre des résultats tout seul, mais à un moment donné, pour toutes les raisons qu'on vient d'énumérer, il y a une date de péremption, on va dire, à cet effort-là individuel. Est-ce que c'est également à partir de ce moment-là, je te pose la question, Étienne, que tu t'es dit, crème, on va peut-être commencer à se construire une équipe? Parce que là, aujourd'hui, t'es plus tout seul. Là. Exact. En 2020, au moment où on se parle, comme je disais en début de podcast, t'es près de 10 personnes dans ton équipe. Est-ce que c'est toutes ces réflexions-là, ces réalisations-là qui t'es dit, là, on construit une équipe, c'est plus juste moi qui est un one À un man moment show. donné, ça a commencé par la famille qui voulait que je sois plus présent, mais il y a aussi les clients. Tu sais, à un moment donné, tu veux donner un bon service à tes clients, Bien sûr. puis tu sais, la journée que tu fais 244 transactions toute seule, c'est pas vrai que tu donnes un service incroyable à tes clients. Ah, il y a une limite, là. Regarde, je l'avoue aujourd'hui, puis c'est correct. Fait que c'est pour ça que je me suis entouré. Tu sais, tu veux donner le meilleur service, tu veux une vie. Fait que j'ai commencé avec une adjointe. Après ça, 2 adjointes.
Fait que moi, je trouvais que sur le terrain, moi, j'étais capable de tout faire. Fait que toi, t'étais capable de faire la job de transaction, puis les autres, tes deux adjoints s'occupaient un peu de gérer le reste. Exactement. OK. À un moment donné, je laissais de côté certains clients. Exemple, les acheteurs. Mais moi, je me dis, écoute, je peux faire profiter un nouveau courtier qui va commencer, qui, lui, va travailler avec mes acheteurs, puis que moi, ben ça va me donner un break, puis je vais aller chercher une certaine part de commission de ces transactions-là. Fait que j'ai eu un premier courtier qui est venu m'aider avec moi, qui travaillait les acheteurs. OK. À un moment donné, même avec ce courtier-là, même lui était rendu trop dans le jus. OK. On est allé en chercher un autre. Puis là aussi, parle-moi de ça, Étienne, parce que là, on s'entend, t'étais dans un mode au début de ta carrière, un one-man show. Là, tu deviens plus, on va dire, quasi tranquillement un gestionnaire. Tu gères ces gens-là, il faut que tu les formes. J'imagine que tu veux qu'ils performent, fait que tu vas leur donner un petit peu les meilleures techniques. Exact. Il faut que tu vois les choses différemment, là. Oui. Dans le sens, là, t'es plus un Superman, t'es la personne qu'il faut qui crée puis qui coach des Superman un peu. Ouais. En fait, mon but numéro 1 quand je me réveille le matin, c'est d'avoir du fun. C'est très important. Puis mon but numéro 2, c'est de générer de l'ouvrage pour tout ce beau monde-là. Parce que là, je me vois aussi que je leur dois quelque chose, eux autres. Tu sais, eux autres aussi ont des familles, eux autres aussi ont des enfants, puis eux autres aussi, ils ont une vie. Fait que, tu sais, moi, il faut que je me dise, bon, OK, ces gens-là, faut qu'ils fassent un bon revenu, puis faut qu'ils aient une belle vie. Mm-hmm. Fait que, dans le fond, on se réveille le matin, on fait de la pub. La pub, je la fais plus pour moi, parce que dans le sens, je pourrais, moi, virer toute seule Étienne, puis ça serait correct, là, tu sais. Mais là, tu veux plus de job, parce que moi, ces gens-là, je les aime, puis je veux que eux aussi, ça performe. Je la connais. Exactement. Ouais. Fait que, on fait de la pub, on travaille fort, puis on continue de pomper. Dans le fond, moi, tu appelles ça au bureau, on pompe la pompe à eau, là, tu sais. On continue de pomper pour amener de l'eau au moulin, dans le but de générer de l'ouvrage pour tout ce beau monde-là. Okay. Fait que c'est rendu ça mon objectif. Okay. C'est que tout le monde performe dans mon équipe, puis de voir mes courtiers qui deviennent des courtiers vraiment performants, ben moi je trouve ça super, puis c'est une belle récompense, là, tu sais. Puis je suis curieux, Étienne, est-ce que toi, tu peux nous dire un petit peu comment tu as évolué à travers tout ça? Tu sais, tu nous dis, c'est peut-être moi et toi qui va faire les transactions. Est-ce que toi, tu as eu m'amener de te dire, crème, ma job, là, maintenant, il faut que j'aille me faire un cours en management pour mieux comprendre ça. Faut que j'aille prendre cette information-là avec un mentor qui va me coacher ça. Tu parlais tantôt que tu avais Louis Bouchard qui avait été un mentor pour toi. Est-ce que tu t'es dit à un certain point, à un moment donné, il manque ces informations-là parce que là, mon rôle change. En fait, à un moment donné, je savais pas comment gérer l'équipe. Un cours de management, oui, ça pourrait probablement être bénéfique pour moi, mais à la place, j'ai préféré aller voir quelqu'un qui, lui, a bâti une très grosse équipe. Parle-moi de ça, c'est qui cette personne? C'est un gars qui s'appelle Georges Bardagi, qui est à Montréal. Pour vrai, je me suis vraiment basé sur l'équipe à Georges, puis sur Georges. C'est un gars que je respecte énormément. C'est un gars que je prends un modèle sur lui. Fait que moi, dans le fond, Georges, il est super fin. Il m'a coaché en privé. OK. Georges fait du coaching pour tous les courtiers. Mais tu sais, il fait des conférences, si on veut. Mais moi, il m'a vraiment appris one-on-one avec ma femme Marie-Ève. Puis il nous a coachés. Il nous a expliqué comment setuper un petit peu l'équipe. Puis je te dirais que juste avec les lignes directrices que lui m'a données, plus moi qui a arrangé ça un petit peu à ma façon. Bien sûr. Mais écoute, c'est super. Puis c'est une façon de faire que là, en ce moment, avec 3 courtiers, mais autant je pourrais en avoir 30 que ce serait la même façon. Puis je connais la formule. Exactement. Okay. À un moment donné, c'est pas sorcier. Puis la recette, on la connaît. Puis en ce moment, ça fonctionne très bien. Fait que, tu sais, j'ai été approché pour aller faire l'école entrepreneuriale de la Beauce, là. Pour être un professeur? Non. Okay, non. Mais tu sais, il y a du monde qui me disent, ouais, Étienne, tu devrais aller là. Puis j'ai parlé à des professeurs, pour pas les nommer, qui, eux, m'ont dit, Blessard, je te vois pas là, c'est peut-être pas ton genre. Non, mais regarde, à un certain point, il faut que tu te connaisses, Étienne. Tu l'as dit, toi, t'as jamais été un grand fan de l'école. T'allais à l'école pour jouer au basket. Puis pour faire plomb, c'est ça. Fait que si ça n'a pas fonctionné, fait que je pense que c'est une bonne. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je te pose la question. Quelqu'un qui est un courtier avec beaucoup de potentiel, on va dire plus jeune que toi, puis qui commence à grandir, est-ce que c'est quelque chose que tu proposerais de faire plus jeune, d'avoir un mentor un petit peu dans ce style-là? Ça prend un mentor.
j'aimerais ça un jour être un mentor pour un kid qui se part en immobilier. J'aimerais ça être un mentor pour mes courtiers qui, eux aussi, Mais à un moment j'imagine que donné, tu vont dois avoir de la grossir. demande pour ça, là. Oui, vraiment. Il y a un chum à Montréal, dans les Laurentides, que j'aide, puis je suis bien fier de ça, puis qu'il me lâche des coups de fil de temps en temps, puis sérieux, ça me fait plaisir. Mais oui, je pense qu'un mentor, c'est la meilleure école qu'il y a pas. Puis je pense que tu peux apprendre beaucoup plus de quelqu'un que de l'école, tu sais. En tout cas, je le dirais pas devant mes enfants, là, mais en effet, je pense que tu peux apprendre pas mal plus des gens que de l'école. Là. Ouais. Intéressant. Étienne, sur le dernier épisode de Hypercroissance, moi, j'ai eu la chance de recevoir, puis ça, je l'ai su juste en rentrant chez toi, Nicolas Bouchard. Oui. Fondateur de Duproprio, qui a eu une réussite assez exceptionnelle, un parcours fascinant. Et là, moi, je venais aujourd'hui chez toi pour te dire un petit peu, c'est quoi, toi, ton opinion par rapport à l'évolution des courtiers immobiliers. Parce qu'on s'entend, lui, il est un petit peu allé à l'encontre de tout ça. Il a fait en sorte qu'un individu peut faire ses transactions par lui-même. Mais là, je n'étais pas trop sûr de te parler de ça. Mais là, finalement, tu me dis, ben là, Antoine, moi, Nicolas Bouchard, c'est un très bon ami à moi. En fait, Nicolas, j'ai toujours dit que c'était comme un grand frère. Puis le mentor que je te parle depuis tantôt, Louis Bouchard, c'est son père. Puis Sam, le gars avec qui je suis parti en Nouvelle-Zélande, c'est son frère. C'est Sam Bouchard. Hey, ça, je vous le dis, pour les gens qui nous écoutent, j'en avais aucune idée. Aucune. Je savais même pas si tu détestais ou que, bon, du propriétaire. Écoute, la famille Bouchard, c'est une deuxième famille pour moi, là, tu sais. Okay. Puis c'est des frères, ces deux gars-là. Sam, c'est mon meilleur chum. Puis Louis, je le considère comme un deuxième père, là, tu sais. Fait que c'est super drôle. Puis, tu sais, tantôt, je vous ai dit que j'ai fini mon cours de courtier à 21 ans, mais que j'ai commencé à 23. Je sais pas si c'est un... Ouais, 100%. Ouais. Ben oui. Ben, il y a 2 ans là-dedans qui marche pas dans l'histoire, là. Quand j'ai fini mon cours de courtier, que mes parents m'ont payé dans le but que j'allais travailler avec eux, la semaine après que j'avais eu mon diplôme sur le courtier, ben, j'étais allé travailler pour Duproprio. Sur le territoire de mes parents. Fait que dans ce temps-là, je travaillais. Hey, écoute, ça, c'est une autre manière de leur faire des grimaces, ça, là. Ouais, sérieusement, t'as raison. Là. Fait que, tu sais, puis à cette époque-là, il y avait moi, Nicolas, puis l'adjointe à Nick, tu sais, puis on faisait des cold calls, moi puis Nick. On avait le journal, on encerclait du monde qui essayait de vendre leur maison directement dans le journal dans le temps. C'était comme ça. Fait que moi puis Nick, on faisait des téléphones dans le sous-sol des maisons modèles à Louis Bouchard qui lui vendait de la construction neuve. Fait que non, c'est ça. Écoute, Duproprio, je dois être le seul courtier de la province de Québec à avoir jamais parlé contre ça parce que premièrement, ça appartenait à mes meilleurs chums. On s'entend. Exactement. Donc, j'ai toujours respecté ce site web-là. J'ai toujours respecté les gens qui font affaire avec ce site web-là. Parce qu'ils ont du succès. Je veux dire, ils ont du succès du proprio. Tu peux la vendre. Tu sais, sérieusement, Antoine, c'est bien correct. Il y a tout le temps eu du monde qui ont voulu faire leur truc eux-mêmes. Depuis que le monde est monde. Mes parents faisaient de l'immobilier dans les années 80, puis dans les années 80, il y avait plein de monde qui mettait des petites pancartes oranges, puis qui mettaient leur maison dans le journal, dans les petites annonces. Ils essaient de les vendre par eux-mêmes. Mais oui, mais aujourd'hui, c'est plus le journal, puis les petites pancartes jaune-orange, c'est des pancartes vertes fluo, puis c'est sur un site web. Fait que, tu sais, c'est bien correct. C'est bien correct. Puis moi, regarde, je te l'ai dit, pendant 10 ans, j'ai travaillé 7 jours sur ce type d'ouvrage, j'en manque pas. Duproprio, sûrement que ça dérange les courtiers qui ont pas d'ouvrage. Qui ont pas d'ouvrage, là, tu sais, mais moi, je trouve ça bien correct. Je respecte ça, je respecte leur choix, je respecte les gens, puis, tu sais, pour vrai, à chaque soir, je vais évaluer entre 2 et 3 maisons. Fait que je peux pas n'évaluer plus que ça. C'est de toute façon. Exactement. Fait que moi, je pense que de l'ouvrage, il y en a autant pour tous les courtiers que pour du proprio ou les courtiers immobiliers. Il suffit de la trouver et puis il suffit de faire en sorte d'être la personne avec qui on veut faire la transaction. Oui. Moi, je te pose une question. Étienne te dit, bon, fait que toi, tu vis très bien au day-to-day avec ce que du proprio fait, avec ce que les autres courtiers peuvent faire. Mais si on regarde sur un échéancier un petit peu plus large, sur 5 ans, sur 7 ans, sur 10 ans, Étienne, comment vois-tu l'évolution du poste de courtier immobilier? Parce que, bien entendu, on voit des fois, avec Internet, maintenant, on est capable de faire en sorte des fois de remove un peu de middleman, comme ils disent. C'est quoi, toi, ton opinion par rapport à ça? Mon opinion par rapport à ça, c'est que plus les villes grossissent, plus tu sais, je vais prendre un exemple, Antoine, tu sais, du proprio où les gens qui vendent eux-mêmes, c'est un peu une affaire de village. Okay. Tu sais, dans le sens que on est nous autres, dans le temps du proprio, c'était sa Rive-Sud de Québec, puis tout ça. Puis tu sais, le gars qui vend sa maison à
je sais pas, moi, je veux pas banaliser une petite ville, là, mais bon, Lévis, à Lévis, qui est quand même une grosse ville. Oh, bon, OK. T'sais, tout le monde se connaît. Il y a pas de méchant à Lévis. Il y a pas de voleur à Lévis. Il y a pas de fraudeur à Lévis. Fait que tu peux mettre ta petite pancarte verte, mettre ça sur Internet, répondre au téléphone, puis que le gars t'appelle, ben oui, viens chez nous, viens visiter ma maison. T'sais, oui, je vais te la vendre, puis ça va être correct. Mais je pense que plus le marché immobilier grossit, plus on devient une grosse ville. Tu sais, vendre une maison à 150 000 dans un village à quelqu'un que tu connais, c'est du proprio, c'est correct. Mais vendre ton condo à 1,4 million à Montréal, dans un marché qui est très multiethnique, il y a du monde de partout, il y a du monde de la Chine qui achète, il y a du monde... Ça marche plus du proprio. Tu comprends-tu? Fait que moi, je pense que la job de courtier, au contraire, plus on va avancer dans le temps, plus les prix de maison vont augmenter, plus la population va grossir, mais plus le rôle de courtier immobilier va être important. Puis ça, je le pense à 100%. Puis je le vois. Tu le vois. Il y a 10 ans, je me considérais beaucoup plus en compétition avec, exemple, des sites comme du proprio de vente directe. Aujourd'hui, en 2020, oublie ça, là, de moins en moins. Ouais, les gens, c'est trop des grosses transactions puis ils ont besoin de services conseils. Là. Oui, puis les jeunes, les nouveaux sur le marché, ils veulent plus gérer ça. Non, je pense qu'ils sont assez dans le jus avec leur business, avec la famille, puis... Tu sais, écoute, Nam qui me vérifie ça beaucoup au bureau. Nam, pour les gens qui nous écoutent, puis j'imagine que Nam va également écouter ce podcast-là. C'est on pourrait dire, c'est ton bras droit, là. Nam, vraiment, c'est mon gars de web, c'est mon gars de mon évaluateur, c'est vraiment mon bras droit sur tout ce qui est... je me réfère beaucoup à lui, justement, tu sais, me dire, hey, Nam, regarde donc, c'est quoi l'évolution? Comment ça a marché? Où qu'on s'en va avec tout ça? Fait que Nam, c'est mon gars de confiance là-dedans, puis il me dit beaucoup la génération X. Ouais. Puis l'autre, c'est la génération... Y? Non. Ou Z? En tout cas. Hey, le vin bio vient d'embarquer, Antoine. on va dire les plus jeunes. Ouais, c'est ça. On va les appeler... Mais ils disent, ces gens-là veulent vraiment sous-traiter. Ils veulent en gérer le moins possible. Honnêtement, je ne peux être d'accord avec toi. Dans un contexte comme ça, moi, personnellement, j'ai aucun intérêt à vouloir orchestrer ces transactions-là. Ouais. Autant que je sois du côté acheteur au niveau vendeur, ça ne m'intéresse pas une seconde. Donc, j'aborde dans ton point et je trouve ça très intéressant de la manière que tu l'as. Ben c'est ça. Mais imagine, Antoine, tu sais, c'est ça. Plus on augmente en plus les prix des propriétés, plus, tu sais, ça devient des plus grosses transactions. Fait que le niveau de complexité qui monte à chaque fois. Là. Mais le courtier immobilier aussi va devoir s'ajuster à ça. Il n'y a pas le choix. Ça va prendre un courtier qui est plus renseigné, un courtier qui est bien entouré. Ça va prendre un courtier immobilier efficace. Le petit courtier immobilier, que c'est un retraité qui fait ça à temps partiel, la fille qui est je sais pas quoi, puis qui fait du courtage immobilier à temps partiel, je le dis devant le micro, ça me pue au nez. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'avocat à temps partiel. Non. Il n'y a pas de... Fait que moi, quand je vois des courtiers immobiliers à temps partiel, je suis vraiment contre ce concept-là. Moi, que les gens qui me disent, moi, à ma retraite, je vais faire de l'immobilier, ça me pue au nez un peu, ce concept-là. T'sais. Puis est-ce qu'on pourrait aborder dans le même point en disant que le courtier immobilier qui est uniquement là pour faire de la vente, de la transaction et qui ne s'éduque pas sur les tendances actuelles, sur l'évolution, mais qui va mourir, ça va mourir, ça aussi, ça va partir. S'il veut juste closer des deals. Exactement. Puis je trouve que c'est ça que tu dis, c'est que, puis corrige-moi si je me trompe, mais si je comprends bien ta réflexion puis ton raisonnement, c'est de dire, Antoine, le niveau de complexité monte continuellement, le service conseil va être de plus en plus important. Oui, puis on va avoir de plus en plus de compétences en tant que courtier immobilier aussi. Puis je suis curieux, est-ce que ça, tu l'as entendu des clients? Est-ce que tu le vois, tu l'entends de la bouche des clients quand tu vas discuter de ça avec eux ou c'est plus un feeling que tu as été capable en fait, de plus en plus, tu sais, je pose tout le temps la question quand je vais chez un client, pourquoi vous m'avez choisi? Okay. Tu sais, je veux savoir ma clientèle vient d'où, pourquoi il m'appelle moi plus qu'un autre. Mais c'est souvent, Étienne, c'est l'équipe. Fait qu'on le sait qu'on va être bien entouré. C'est la compétence. On le sait, Étienne, que t'es là-dedans depuis maintenant 16 ans, tu sais. Fait que on te voit partout, donc on va avoir de la visibilité. T'sais, les gens veulent vraiment se faire entourer. Ils veulent qu'un courtier les gère, mais ils veulent pas que ce soit n'importe qui non plus. Ils veulent pas le petit courtier. Ton brand est quand même bien établi, là. Ben, je pense que oui. On peut t'entendre souvent à la radio. Je pense que oui aussi. Je pense que oui aussi. Étienne, tu me disais avant le podcast, puis c'était assez intéressant, c'est que je sais pas à quel âge tu t'es fixé cet objectif-là, mais tu t'étais dit avant mes 40 ans, je vais atteindre un objectif spécifique avec Remax. Peux-tu nous en dire
dire plus sur cet objectif-là? Parce que là, t'approches de tes 40 ans, puis je pense que t'approches également de cet objectif-là. Ouais, ben en fait, c'est que je suis en fait, je vais l'avoir, c'est sûr, je vais avoir 40 ans en juillet, puis à un moment donné, tu sais, il y a des trophées chez Remax, puis il y a un trophée qui c'est drôle. En fait, t'as un trophée qui s'appelle Lifetime Achievement. OK. Lifetime Achievement, ça, c'est un trophée qui te donne quand t'as fait 3 millions de commissions. Mais c'est drôle parce que moi, je l'avais eu, lui, à 32 ans. Donc, le mot Lifetime Achievement, à 32 ans, c'est quand même drôle à recevoir. Ben oui, quand t'as juste 32, là. L'autre step d'après, c'est un trophée de 10 millions de chiffre d'affaires. Celui-là, il s'appelle Temple of Legend. OK, là. Bon, les noms sont drôles. Là. On rentre dans un autre Fait que aspect. quand j'ai eu l'autre, je me suis dit, hey, moi, Temple of Legend, j'aimerais ça, me semble, avoir ça pour mes 40 ans. Fait que, écoute, je me suis fait annoncer que j'allais clairement avoir mon Temple of Legend là, dans les prochaines semaines. Donc, je vais avoir atteint mon but d'avoir atteint 10 millions de commissions avant l'âge de 40 ans. Fait que je suis bien fier de ça. Puis, Félicitations. Ouais, ben merci, c'est gentil. Ouais. Puis, je suis curieux, est-ce que c'est le Temple of Legend? Y a-tu beaucoup de gens là-dedans? Moi, j'en connais 2. OK, fait que c'est très fermé, là. Exactement. Fait Wow. que, non, c'est ça. Ben, Georges Bardagy, que je vous parlais tantôt. Ouais. Il y a un autre de mes chums qui l'a eu jeune, Jimmy Arsenault, un gars de Gatineau. OK. Gars de Gatineau. Fait que, j'en connais pas tant à part de ça. Là. OK, Ouais, Kim, ouais. toutes mes félicitations là-dessus. Puis, moi, je veux savoir, avant de terminer un peu cet entretien-là, qui est très fascinant, Étienne, peux-tu me dire si, tu sais, mettons, toi, là, temps libre, on est aujourd'hui chez toi, on voit que t'es avec tes enfants, t'as l'air d'être un gars de plein air. Parlons un petit peu, tes temps personnels, t'es-tu quelqu'un qui lit des livres? T'es-tu quelqu'un qui va faire beaucoup d'activités en plein air? Un gars de famille? Parle-moi un petit peu de ça, là. Comment tu fais pour avoir une balance professionnelle et personnelle du même coup? En fait, tu vois, on est au lac Beauport aujourd'hui. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment dans le but de maximiser le temps, là. Fait que je suis un gars de plein air, je suis un gars de vélo de montagne, de ski, mais mon sport, c'est vraiment le mountain bike. Fait que c'est pour ça que j'ai acheté une maison au lac Beauport. Là, on est au cœur des sentiers de vélo de montagne. Fait que beaucoup de mountain bike l'été, l'hiver, on est en ski avec les enfants tout le temps. On habite à côté de la montagne. Fait que la famille, pour moi, c'est super important. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants. J'ai 3 enfants. Fait que j'ai la chance de pas être obligé de travailler maintenant les fins de semaine depuis 3-4 ans. Fait que mes fins de semaine, comme tu vois dans la maison, je pense que pendant qu'on fait le podcast, il y a 6-7 kids qui courent autour de nous autres. Là. Non, mais c'est cool. Exact. Puis là, j'ai même le temps de coacher mes enfants au basketball. Oh, nice. Fait que là, les 3 kids jouent au basket. Je coach 2 équipes sur 3 de mes enfants. OK, fait qu'en gros, tes week-ends, tu es rendu que tu travailles peut-être plus, mais tu t'es trouvé un autre job à temps plein. En fait, là, ma job de coach de basket en ce moment, elle me tire énormément de jus, mais j'adore ça. OK. J'adore ça. J'ai même annoncé à ma femme que ça allait peut-être être ma 2e carrière de coacher des jeunes au basket. Après la carrière d'immobilier. Ouais. J'aime vraiment ça. C'est une passion en ce moment. Puis quand je fais de quoi, je le fais vraiment ouais, exactement. Fait que là, je coach mes kids, on est dans le basket à côté, puis un jour, en fait, mes enfants en ce moment sont au primaire, j'aimerais ça les suivre le plus loin possible comme coach. OK. Fait que si je peux me rendre au collégial, je peux me rendre en haut, mais écoute, de toute façon, le collégial puis le basket, tu connais ça, hein, c'est ça. C'est ça que tu faisais au cégep. Exactement. Pourquoi pas les suivre avec ça? Exactement. Hein? Fait que non, on a bien du fun. Toujours une chose que j'aime aussi également savoir, t'as-tu des routines, toi? T'es-tu quelqu'un qui va toujours, je sais pas, te lever à la même heure, faire cette action-là, faire un jogging ou peu importe? T'as-tu des routines spécifiques? Ouais, ben le matin, moi pis ma blonde, je commence, tu sais, dans le fond, j'habite au lac Beauport, puis tout le monde sait qu'il y a du trafic entre la ville de Québec puis le lac Beauport. Fait que j'essaie de commencer mes journées maintenant. Mes premiers rendez-vous, je les mets tout le temps à 9h, 9h30. Okay. Fait que le matin, on a un petit chien, soit qu'on va en ski de fond avec le chien, soit qu'on va courir, soit qu'on va en mountain bike. Fait mais que on des essaie. Activités le matin. Le matin, c'est réservé à moi puis ma femme. Nice. Hein? Ouais, on s'en va tout le temps faire une petite activité en plein air, faire courir Bali dans le bois. Matin de la semaine, fin de semaine. Tout le temps, lundi au vendredi, on s'en va, on fait de quoi le matin. Ça. Première fois que j'entends ça, OK. Ouais. Les mardis soirs, ça fait plusieurs années aussi que je ne travaille jamais les mardis soirs. C'est mon seul soir qui est réservé aux enfants dans la semaine. Okay. Fait que les mardis, je suis là avec les kids. Les enfants, ils le savent. Fait que ça, c'est une des routines. L'hiver, ben c'est le ski la fin de semaine là, avec les enfants. Puis, fait que côté routine
pas mal ça. Pas Puis, mal ça. c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens que je côtoie puis qui me parlent de ça. Ils me disent la chose la plus importante qu'ils vont faire dans leur routine, c'est la première chose qu'ils vont faire, ils vont bloquer du temps au niveau personnel. Exact. Et là, par la suite, ils vont bloquer du temps au niveau professionnel. Exactement. T'as l'air d'abonder à peu près dans ce même sens-là. Ouais, ben écoute, moi, quelqu'un voudrait acheter le Château Frontenac un mardi soir, c'est bien de valeur, là, mais le mardi soir, il est réservé à mes enfants. Fait que ça ira au mercredi. Exactement. Fait que ça date depuis quand même longtemps. Puis c'est vrai que l'agenda inversé, là, tu sais, que dans le fond, que tu vas bloquer tes activités avant que ton adjointe te bloque ton agenda. Ça fait plusieurs années que je fais ça aussi. Là, fait que, c'est fonctionnel. Ouais, exact, ça fonctionne super bien. Intéressant. Étienne, j'ai adoré l'entretien qu'on a eu aujourd'hui ensemble. Ben, c'est un bon mix business, personnel, storytelling. J'adore des entretiens comme ça. Avant que je te laisse, comment que les gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui pourraient peut-être être même des clients potentiels peuvent te rejoindre, peuvent en apprendre un petit peu plus sur Étienne Lessard ou encore son équipe? Ben écoute, les gens peuvent aller voir sur notre site web, etiennelessard.com, sur Facebook, sur Instagram. Vous êtes assez actifs, là. J'ai vu vos présences en fait, tu sais, avec Nam au bureau, c'est rare là, d'un courtier, mais j'ai quelqu'un pratiquement à temps plein sur les médias sociaux, sur le web. Fait que Nam est là, on répond tout le temps direct. Fait que communiquez avec nous via Facebook, Instagram. Sinon, venez nous voir au bureau. Sinon, venez au mountain bike au Sentier du Moulin. Je suis tout le temps là. Venez en ski au relais, on est tout le temps là. Puis, gênez-vous pas de venir me dire bonjour si on joue contre vous au basket des fois. Hein? Ouais, fait que ça va me faire plaisir. Merveilleux. Ben garde, merci beaucoup Étienne. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. C'est toujours fascinant de voir que les plus grandes histoires à succès ont failli ne jamais arriver. Étienne, après avoir échoué 2 fois ses examens de courtier, a réussi la 3e fois pour finalement devenir le leader dans sa profession. Comme quoi, ça vaut la peine de persévérer dans tout ce qu'on entreprend. Je vous invite également à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Tous vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.